Alors, il est 11h05, nous allons commencer notre webinaire. Aujourd'hui, notre webinaire est sur la DSN de substitution et ses conséquences. Donc, la plupart aujourd'hui des DSN transmises comportent des anomalies, donc il faut à tout prix maîtriser et exploiter vos DSN. C'est important, surtout que la DSN de substitution arrive. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets de rappeler qui nous sommes. Ensuite, le déroulé, on va vous dire qui nous sommes. Après, il y aura la DSN, les anomalies les plus fréquentes que l'on rencontre et leur impact. Et là, Lucie, qui est avec moi, va parler de la DSN de substitution et son contexte, ainsi que des conséquences. Et après, nous évoquerons comment ZenDSN peut vous aider à fiabiliser vos DSN. Et il y aura une petite session de questions-réponses. Vous avez un chat. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une équipe spécialisée dans la paye, que ce soit les développeurs informatiques comme les personnes qui sont en relation client, au niveau relation client. Moi-même, je suis un ancien directeur financier, donc je suis un comptable de base co-gestion. Et je suis tombé dans l'environnement de la paye en 2000, en créant une première entreprise qui s'appelait NetPay, qui était une des premières sociétés à avoir une solution en mode gestion automatisée de la paye, en mode SaaS, un vrai mode SaaS. En 2019, je faisais de 2017 à 2019 des audits, et là, j'ai rencontré des problèmes sur la DSN pour analyser les erreurs de DSN, et c'est comme ça que est venue la création de Fiat Data avec la solution ZenDSN. Et comme je vous le disais, nos experts, on n'est que des équipes dirigeantes comme les collaborateurs sont des spécialistes de la paye. Alors, qui va présenter les intervenants? Donc moi-même, Alain Forêt, président de la société, et j'ai Lucie Valois qui va être avec nous qui est notre juriste paye et social, puisque nous avons une équipe de juristes paye et social en interne de la solution qui prendra la parole sur la DSN de substitution. Alors, quelle est notre raison d'être? Pour rappeler rapidement notre raison d'être en tant que Fiat Data ZenDSN, moi j'ai créé cette société. C'était dans le but de sécuriser les entreprises en les aidant à se mettre en conformité avec leur DSN. Pourquoi? Pour réduire le niveau de risque en termes de risques financiers et sociaux, parce qu'il y a aussi bien des risques financiers dans l'entreprise, mais il y a aussi des risques sociaux pour les salariés, les collaborateurs. Et puis derrière, la base de données de la DSN est une super base de données sur nos aspects sociaux. Donc, d'exploiter cette DSN pour en faire tout ce qu'il faut pour le reporting, l'égalité. Au moins, on a une donnée qui est unique, qui est la même pour tout le monde, et que ça soit en interne, en externe, c'est toujours la même donnée qui sert pour le reporting. Alors bon, je ne vous rappelle pas ce que c'est qu'une DSN, vous le connaissez tous, mais je le rappelle quand même. Vous voyez, c'est un fichier qui est transmis tous les mois. Ce n'est pas la DAS d'il y a quelques années qui a été transmis une fois par an, où on avait le temps largement de la contrôler. Donc là, c'est quelque chose qui se transmet tous les mois dans un format un petit peu illisible, puisqu'il ne peut pas être transmis comme ça simplement en fichier Excel, comme un fichier fait en comptabilité, je dirais, et qu'il faut pouvoir le lire facilement, qui est très volumineux, puisque en gros, pour 1000 salariés, vous avez 200 lignes par salarié dans une DSN mensuelle, soit 200 000 lignes, soit si vous analysez, comme on peut le faire nous, sur une DSN de l'année, 2 400 000 lignes à analyser. Donc, vous voyez, vous avez intérêt d'avoir des contrôles automatiques pour pouvoir analyser votre DSN, sinon, elle est presque illisible, vu les volumes. Alors, pourquoi il y a des erreurs dans la DSN? Je le rappelle toujours, pourquoi? Parce que la DSN est arrivée après les logiciels de paye. Ça veut dire que les logiciels de paye n'ont pas été conçus à l'origine pour faire de la DSN, mais pour faire de la paye. Je rappelle que globalement, la DSN, avant la paye, c'était un salarié, et même quand on faisait la DAS, on envoyait des données par salarié. Maintenant, je rappelle que la DSN, elle est par contrat, donc c'est complètement différent au niveau structure de données, avec plein de zones supplémentaires, avec des codes supplémentaires. Donc ça, c'est le premier problème le plus important, c'est qu'à l'origine, on n'a pas conçu la paye. La paye n'a pas été conçue à l'origine pour faire de la DSN, on a utilisé la paye pour faire de la DSN. Bon, quels sont les inconvénients de tout ça? Les mauvais paramétrages de logiciels de paye, suite à des erreurs ou suite à des manques de compétences, des fois internes ou informatiques, des oublis de reparamétrage de son logiciel de paye. Vous avez un cas qui va arriver au mois de mars, là, que j'insiste, mais vous avez l'exonération apprentie qui était à 79%, qui va passer à 50%.
je vais vous dire, le texte vient de sortir, il va falloir passer tous les paramétrages à refaire. Qu'est-ce qui dit que tout au mois de mars, les exo-apprentis seront bonnes sur la tranche jusqu'à 50% du SMIC au lieu de 79% comme avant. Après, bien sûr, des erreurs dans les données de paye, que ce soit des erreurs de saisie ou des erreurs de calcul. Et puis après, quel est ce qu'on rencontre souvent? Des anomalies dans l'interface entre la paye et la DSN. Pourquoi? Parce que la DSN doit être refait le bulletin de paye, mais ça veut dire que tout ça, ça doit être interfacé avec des codes, etc., puisque ce n'est pas du tout les mêmes normes. Donc voilà la principale raison qui font qu'il y a des écarts. Alors, je vous ai mis, on vous enverra le support, on vous a mis quelques exemples d'écarts. Par exemple, on a tous les problèmes de déclaratifs avec les codes CTP, des CTP obsolètes, mal rattachés avec les mauvaises périodes de rattachement. Dans le bloc individu, des problèmes de numéro de sécurité sociale avec des anomalies sur le numéro de sécurité sociale. En bloc 34, la pénibilité, vous avez des manques de déclaration de pénibilité. Dans le contrat, les statuts handicap qui ne sont mal renseignés, les caisses de congé des fois mal renseignées. Alors, surtout les quotidiens de travail. Quand quelqu'un passe en temps partiel, en temps plein, et temps plein, temps partiel, on renseigne mal ces quotités ou mal les indicateurs temps plein, temps partiel. Des mauvaises correspondances. Donc, vous voyez, plein d'anomalies. En 51, des salaires de base proratisés selon les dates de contrat, pendant que le salaire de base, c'est un salaire de base, et après, il doit être, c'est une absence entrée-sortie du personnel. C'est pas, on modifie pas le salaire de base, qui crée des problèmes derrière. Des salaires établis qui sont toujours en difficulté, d'accord? Bon, l'assurance chômage, je passe rapidement. Les primes, les mauvaises interfaces entre les primes et indemnités qui sont mal déclarées sur les mauvais codes DSN. L'activité, principalement les problèmes de plafond, de nombre de jours de calendaire de plafond, beaucoup de problèmes avec les caisses de retraite à ce sujet-là. Les autres revenus, des fois, il n'y a pas de déclaration des frais professionnels correctement pour faire le contrôle de la DSF. Le bloc 58 qui est arrivé l'année dernière concernant le mode d'aide social. Attention, à partir du 1er mars, je crois, maintenant, ce sera celui qui servira au calcul de RSA, etc., pour les droits des salariés. Donc, s'il y a encore des erreurs de transmission de montant d'aide sociale, il y aura des inconvénients avec les salariés. Bon, dans le bloc 78, des problèmes de base assujettis. Dans le bloc 79, des fois, des mauvais paramétrages de SMIC. Et puis après, toutes les cotisations individuelles avec des écarts sur les versements de mobilité, les réductions, les AGS. On en trouve et ce n'est pas limitatif. Alors, ensuite, quels sont les risques? C'est clair, il y a des risques financiers, des pénalités, des régularisations coûteuses. Donc ça, je ne vais pas vous les lister. Après, il y a des risques sociaux. Ça veut dire que dans les salariés, s'il y a des mauvaises transmissions de données, des retards dans les prestations, des problèmes dans les droits de retraite, et puis après, ça fait des conflits avec les salariés, parce que les erreurs, c'est toujours du temps perdu et des conflits avec les salariés, voire même les syndicats. Et puis des risques organisationnels, parce que plus il y a d'anomalies, plus il y a de charges de travail, plus on doit faire des blocs de régule, plus les démarches administratives supplémentaires sont importantes, et on n'est pas simple des fois pour savoir faire corriger des choses, que ce soit aux administrations ou en organisation interne, et puis une tension interne très importante pour les gestionnaires de paye. Et moi, je trouve qu'on ne joue pas assez sur ce sujet concernant le stress et la tension des services de paye avec cette DSN quand les CRM tombent. Alors, aujourd'hui, on est pour la DSN de substitution, donc je vais laisser la parole à Lucie, parce que sinon, je vais toujours parler. Je suis un fanat de la paye, de la DSN, etc. Donc, j'ai beaucoup d'appréciation à travailler sur ce sujet. Donc, je vais laisser maintenant Lucie, qui est notre juriste, qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années déjà, et qui va parler de la DSN de substitution. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'abord du contexte et après, on verra le déploiement progressif de la DSN de substitution. Donc, depuis plusieurs années, il y a la volonté de renforcer la fiabilisation des données déclarées en DSN. Donc, dans un communiqué d'avril 2024, l'URSSAF, Caisse nationale et la Direction de la sécurité sociale ont annoncé avoir signé une feuille de route pour les années 2024 et 2025, justement concernant les actions à mener pour mieux garantir la conformité des données sociales de la DSN. Donc, dans cette feuille de route, il y a 4 objectifs qui ont été affichés. Donc, tout d'abord, renforcer la qualité des données déclarées en DSN par les employeurs. Donc, comme on vient de le voir, il y a encore beaucoup de problèmes sur tout ça. Le deuxième objectif, c'est garantir l'exactitude des droits sociaux acquis par les salariés, donc par exemple pour la retraite.
Le troisième objectif, c'est de lutter contre le non-recours aux prestations. Donc, pour le dire autrement, il s'agit par exemple d'une personne qui ne reçoit pas sa prestation auquel elle pourrait normalement prétendre. Et le quatrième objectif, donc plus classique celui-ci, c'est de réduire les cas de fraude. Donc, pour répondre à ces différents objectifs, la feuille de route, elle est déclinée en 3 axes. Donc, le premier, c'est de garantir la fiabilisation des données sociales individuelles déclarées en DSN. Donc, le premier point, on va avoir un renforcement des contrôles déclaratifs en temps réel. On va aussi avoir des précisions sur le processus de normalisation des contrôles pour réduire le délai de déploiement des CRM normalisés. Donc, l'objectif, il est bien repris dans la feuille de route, c'est de généraliser les CRM normalisés d'ici la fin 2027. Dans le cadre des contrôles fondés sur l'utilisation des données individuelles, il faut bien avoir en tête que la priorité, elle est accordée à la fiabilisation de la réduction générale des cotisations patronales. Alors, compte tenu de l'ampleur financière et de la complexité du dispositif. Ensuite, le deuxième axe, c'est de fiabiliser les DSN en intégrant les besoins des partenaires de l'URSSAF, donc les partenaires auxquels l'URSSAF reverse les cotisations sociales. Donc, on va avoir le renforcement des contrôles effectués pour le compte de ces partenaires. L'URSSAF va également poursuivre ses actions partenariales avec la CNAV pour mettre en place des contrôles supplémentaires sur les données individuelles. Donc, par exemple, pour le calcul des droits à la retraite des salariés à temps partiel cotisant sur un temps plein. D'ici à la fin 2025, de nouvelles actions vont être développées de la part de l'URSSAF avec d'autres partenaires. Pour donner quelques exemples, par exemple avec l'UNEDICT ou France Travail pour la fiabilisation des cotisations assurance chômage ou encore de la CNAF pour la vérification du montant net social. Donc, le dernier point, c'est bien évidemment le déploiement de la DSN de substitution. Le troisième axe, ça va être de renforcer l'accompagnement du déclarant dans la correction des données sociales. Donc, l'URSSAF va mettre en œuvre des actions de prévention communes auprès des éditeurs de logiciels de paye, des experts comptables, mais aussi des autres tiers déclarants. Donc, il s'agit de mieux communiquer sur les erreurs les plus fréquentes, mais aussi d'en tirer les conséquences en termes d'évolution de consignes et également de mise à jour des guides déclaratifs. On a reproduit sur la slide 2 phrases significatives issues de la feuille de route. Donc, la première, c'est que la généralisation de la DSN, elle conduit à renforcer les exigences à l'égard de la fiabilité et de l'exactitude des données sociales déclarées, dans la mesure où elle conditionne l'accès à un nombre croissant de prestations. La deuxième phrase, ça reprend l'idée que les données sociales, vous le savez, ils sont directement issues de la paye. Donc, il est indispensable d'assurer leur fiabilité le plus tôt possible, le plus en amont possible, c'est-à-dire dès l'émission de la DSN et avant même la réalisation des contrôles normatifs et des contrôles métiers par les URSSAF. Donc, on en a fini avec le contexte. On va rentrer dans le vif du sujet avec les CRM de rappel et la DSN de substitution. Donc, quelles sont les dernières sources qu'on a sur le sujet? Donc, on a eu un décret un peu plus ancien de décembre 2023 qui a déterminé les modalités d'application de ce dispositif de vérification et de correction des DSN des employeurs. Et de façon plus récente, les modalités de déploiement de ce dispositif ont été précisées par Net Entreprise en octobre 2024. Donc, sur la slide, on va faire quelques petits rappels. L'idée de cette slide, c'est de définir les nouvelles notions, à savoir le CRM de rappel et la DSN de substitution. Vous verrez par la suite dans les prochaines slides le planning. Donc, quelques rappels, vous le savez, les entreprises sont en principe appelées à corriger leur DSN au fil de l'eau. Donc, pendant le calcul de paye, en amont du dépôt et également en aval. Des comptes rendus métiers normalisés sont envoyés aux employeurs chaque mois en cas d'anomalie constatée. Donc, les employeurs, ils sont invités à consulter mensuellement les CRM et à opérer les corrections soit la veille de l'échéance de la DSN via une DSN annule remplace, soit, si ce n'est pas possible, à opérer la correction sur la DSN suivante. La nouveauté, c'est que des CRM dits de rappel vont être mis en œuvre. Donc, en quoi ça consiste? En fait, si l'URSSAF ou la MSA continuent de constater en début d'année N+1 la présence d'anomalies non corrigées qui existaient déjà l'année précédente, dans ce cas-là, ils vont transmettre au déclarant un CRM de rappel pour l'informer des anomalies non corrigées. Donc, c'est en quelque sorte un récapitulatif des dernières anomalies qui restent non corrigées. On va avoir aussi en nouveauté la DSN de substitution. Donc, qu'est-ce que c'est la DSN de substitution? En un mot,
En fait, ça va être quand l'employeur il n'a toujours pas corrigé ses DSN, ça va être la solution, le dernier recours, où l'URSSAF et la MSA vont corriger eux-mêmes les données erronées. Donc la DSN corrigée, elle va remplacer directement celle effectuée par l'employeur. Au niveau du planning, donc à terme, je vais vous présenter comment ça va se passer et on verra ensuite après, on parlera plus spécifiquement de l'année 2025 et 2026 où il y a des petites spécificités. Donc à terme, le processus proposé, il va s'articuler en plusieurs étapes. Première étape, on vient d'en parler, en mars N+1, donc au titre de l'année précédente, toujours au titre de l'année N, on va avoir l'envoi des CRM de rappel avec le signalement des différentes anomalies. Avec ça, on aura les valeurs de correction et on aura aussi une information selon laquelle l'anomalie est identifiée comme susceptible d'être substituée ou non en l'absence de correction par l'employeur. Donc très important cette échéance en mars N+1. Ensuite, on passe à la deuxième étape en avril ou mai N+1. Donc deux possibilités pour l'employeur. Donc soit tout simplement il corrige les anomalies demandées, ou alors il a la possibilité de s'opposer aux propositions de correction. Et dans ce cas-là, attention, il faudra toujours le faire de façon motivée. Un élément à bien garder en tête très important, que ce soit les corrections ou l'opposition de l'employeur, les deux process doivent être opérés au plus tard lors de la seconde échéance déclarative suivant la notification du CRM de rappel. Donc, il faut bien garder ça en tête. Troisième étape, on va être sur mai et juin de l'année N+1. Donc, si les anomalies n'ont toujours pas été corrigées, que les anomalies sont avérées et non contestées, dans ce cas-là, l'URSSAF et la MSA réaliseront des DSN de substitution qui corrigeront donc les anomalies impactant les droits à la retraite de base et complémentaires. Donc, dernière étape, après l'émission de cette DSN de substitution, l'URSSAF et la MSA informeront l'employeur des corrections qui ont été réalisées par un CRM d'information dédié. Donc, la mise en œuvre effective elle va être progressive, elle va se faire par étapes. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement cette année, en 2025 ? Donc, on va avoir des CRM de rappel qui vont être émis de la part de l'URSSAF en mars 2025 au titre de l'année précédente, donc de l'année 2024. Attention, il n'y aura pas de CRM de rappel émis du côté de la MSA. Ce sera seulement en mars 2026 au titre de l'année 2025. Quoi qu'il en soit, même si en 2025, on reçoit déjà des CRM de rappel de la part de l'URSSAF, il faut bien savoir qu'on est en fait dans une année test, une année de rodage, si on peut dire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que même si on reçoit un CRM de rappel et que l'employeur ne procède pas aux corrections demandées, en aucun cas, une DSN de substitution ne sera émise. Ce n'est qu'en 2026 que le déploiement de la DSN de substitution va débuter. Donc, on vous a repris là sur la petite frise les différentes étapes pour 2026. Donc, en rythme de croisière, si on peut dire. Donc, en mars 2026, les entreprises concernées, donc URSSAF et MSA, recevront le CRM de rappel au titre de l'année 2025. Suite à ça, à compter de cette notification et jusqu'au plus tard en mai 2026, l'employeur devra effectuer les corrections demandées ou alors s'y opposer. Si les anomalies sont avérées et non contestées par le déclarant ou non corrigées, l'URSSAF et la MSA réaliseront des DSN de substitution en mai et juin 2026, corrigeant les anomalies impactant les droits de retraite de base et complémentaires des salariés. Et dernière étape, comme on l'a vu, les employeurs seront ensuite informés via un CRM d'information dédié. Il y a juste une petite exception à ce que je viens de vous dire, donc pas de DSN de substitution en 2025. On reste bien sur ce principe-là. La seule exception, c'est que l'URSSAF peut émettre dès 2025 des DSN de substitution, mais dans un cadre très précis, à savoir le redressement suite à un contrôle sur place ou sur pièce réalisé par les inspecteurs ou contrôleurs du recouvrement, uniquement dans ce cadre-là. Donc, quelles vont être les conséquences de cette DSN de substitution ? Donc, il y a tout d'abord des conséquences réglementaires. Donc, les deux principales, ça va être que l'organisme de recouvrement va informer l'employeur des corrections opérées et il va mettre en recouvrement les cotisations, les contributions qui en résultent, assorties des majorations et pénalités de retard via une mise en demeure. L'autre point important, c'est que les salariés vont être informés des corrections réalisées. Alors, pas toujours, mais lorsque les corrections sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur leurs droits aux prestations.
Donc ça, c'est important parce que du coup, les salariés peuvent potentiellement être informés directement aussi. Donc sur ce point-là, on attend encore un arrêté à paraître au journal officiel pour préciser les modalités d'information. En tout cas, le principe est bien compris dans la loi. Ensuite, les conséquences organisationnelles pour les employeurs, donc elles sont nombreuses, on vous a retracé ici les principales. Donc d'abord un risque organisationnel pour les équipes paye. Donc forcément avec la DSN de substitution, ça va entraîner une complexification des processus pour les équipes, potentiellement une surcharge de travail qui peut perturber le cycle de paye, voire allonger les délais de traitement. Le deuxième point, ça va être le stress et les tensions internes. Donc, on va être dans une incertitude liée à la fiabilité des données déclarées et peut-être aussi amené à corriger des anomalies en urgence, ce qui peut générer forcément une pression accrue sur les équipes RH et paye. Le troisième point, c'est une perte de contrôle des données déclarées, parce qu'avec la DSN de substitution, forcément, l'employeur ne va plus maîtriser entièrement les données transmises aux organismes sociaux. Ensuite, la dégradation de l'image auprès des organismes. Donc, une DSN de substitution répétée peut susciter forcément des contrôles renforcés de la part des organismes sociaux, peut-être un suivi plus strict, voire des pénalités. Dégradation de l'image et de la marque employeur. Donc, même chose, une récurrence de ces incidents, ça peut ternir la confiance des collaborateurs, voire nuire à l'attractivité de l'entreprise. Je repasse la main. Alors, vous voyez la DSN de substitution et ce qui nous arrive. Alors déjà que les CRM n'étaient pas faciles à lire, vous êtes tous la difficulté des CRM à récupérer sur notre entreprise qui sont par établissement avec une complexité qui n'est pas simple. Voilà une nouvelle CRM qui va être la CRM de rappel. On n'a pas encore vu comment elle allait être déposée, mais j'espère qu'ils vont avoir l'idée de la déposer par entreprise et non pas par établissement, parce que ça veut dire que ceux qui ont des multi-établissements, s'ils ont 100 établissements puis qu'il y a 100 CRM de rappel à analyser, vous voyez la difficulté. Donc aujourd'hui, c'est bien le moment de dire qu'il faut fiabiliser vos DSN et il est urgent de s'inquiéter de ce qu'il y a dans nos DSN. Aujourd'hui, les outils qui sortent des éditeurs ne permettent pas de fiabiliser vos DSN. C'est bien ce qu'on ressent nous parce que on ne contrôle pas tout. Et puis, on se reporte sur les CRM. Les CRM, elles sont tellement illisibles que c'est un problème. Alors, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est, ZenDSN? ZenDSN, on est des gens qui avons constaté ce problème de l'analyse de ce pavé qui manque dans le contrôle de la paye, qui est le contrôle de la DSN. Bon, moi, je considère qu'aujourd'hui, le contrôle de la DSN, c'est comme aujourd'hui, on a des GTA qui permettent d'alimenter les éléments de paye, on a des coffres-forts électroniques pour distribuer nos bulletins de salaire ou d'autres documents. Aujourd'hui, on doit avoir un outil qui nous permet de contrôler notre DSN avant de la transmettre. Alors, qu'est-ce que c'est que ZenDSN? En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'il faut à tout prix, pendant le cycle de paye, faire des DSN de test pour les passer sur un produit qui va vous permettre en priorité de contrôler avant de déposer votre DSN réel. Parce que c'est beau de dire on a déposé notre DSN réel, on a des SRM, si on l'a déposé 3 jours avant, on peut faire des DSN annulaires en place, sauf que si c'est des données sur des bulletins de paye qu'il faut corriger et qu'on a fait les virements de salaire, qu'on a distribué les bulletins de paye ou qu'on les a mis sur le coffre-fort, vous voyez la complication, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir corriger, il va falloir faire une DSN de correction, un bloc de régule le mois suivant. Ça veut dire on ne peut pas annuler la paye, ça les comptabiliser, valider, payer, etc. Donc, ce n'est pas si simple. Donc, il faut faire à tout prix dans la chaîne de traitement, à chaque traitement de paye ou l'autre paye, de se dire, tant pis, on fait une DSN de test et on la met sur un produit qui va nous analyser toutes nos corrections et qui va nous prévenir de toutes nos anomalies pour éviter d'avoir des CRM demain de correction. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, on constate aussi que les DSN historiques, ça veut dire que c'est bon sur l'année, là, 2024, 2025, on corrige. Bon, on a l'anomalie, on demande à notre éditeur de corriger, on a des blocs de régule, sauf que j'ai 2024, j'ai 2022, puis j'ai que des courriers, des retraites, et puis là, j'ai changé de logiciel, mes blocs de régule, je ne peux pas les faire, j'ai des anomalies sur mes jours de plafond calendaire des années d'avant, ça veut dire qu'il faut que je renvoie plein de DSN de correction et de blocs de régule. Là, ZenDSN peut intervenir pour vous aider à créer vos blocs de régule des années précédentes, puisqu'on est capable de retrouver tout le chemin par rapport à ça. Nous, on se refuse, dans notre façon de travailler, de faire les blocs de régule en cours d'année. On considère que c'est à l'éditeur de le faire toute l'année. Mais si en fin d'année, au mois de décembre 2025, par exemple,
on ne veut pas avoir de CRM de rappel et que notre éditeur n'a pas pu faire des corrections nécessaires pour faire des blocs de régule depuis le début de l'année, ben là, ZenDSN peut vous faire sur décembre 2025 vos blocs de régule, ce qui évitera des CRM de rappel au mois de mars 2026. Et après, ben, qu'est-ce qui est important, c'est que comme tout logiciel, que ce soit que de l'URSSAF, les retraites, le MSA, etc., c'est de l'informatique. La complexité de la paye en France ne peut pas dire qu'un programme informatique, il a 100% raison. Comme nous, moi, jamais je m'assurerai que je donne 100% raison à tous mes calculs, parce que c'est tellement complexe qu'il peut y avoir des anomalies. L'avantage de ZenDSN, c'est qu'on peut aussi, quand on a des demandes d'information des URSSAF ou des caisses de retraite ou des organismes, bah de pouvoir avoir réellement une contradiction avec l'analyse différente des DSN. Et nous, on s'aperçoit que des fois, bah, il y a des écarts sur les programmes aussi des caisses de retraite qui ont mal analysé une situation de la DSN. Tout le monde, et c'est normal, c'est pas possible. Donc, faut utiliser une contradiction. On peut pas accepter de ne pas avoir de contradiction par rapport à ce qu'on nous dit. Et il faut argumenter. Ça veut dire que si on n'a pas nos DSN, ben, on ne pourra pas argumenter. Donc ça, c'est ZenDSN. C'est le premier point, c'est de faire des contrôles, corriger et avoir au maximum nos DSN propres. Et après, ben, si on ne peut pas, à la fin, on n'arrive pas à avoir des DSN propres parce que notre éditeur ne peut pas corriger ou qu'on n'a pas les moyens de corriger, ben c'est d'utiliser ZenDSN pour faire des blocs de régule et avoir au moins des régularisations. Alors, comment ça se passe rapidement, hein? Nous, c'est simple. Hein? Vous faites un lot de paye, vous faites une DSN. Alors, bien sûr, vous allez jusqu'à la réelle à la fin. Vous allez l'intégrer sur notre système. Il y a bien sûr le contrôle de DSN Back qui est le contrôle de forme, mais après, on va vérifier que tous vos rattachements de cotisation sont bien rattachés au bon contrat. On va faire globalement 95% des contrôles de CRM, puisqu'il y a quelques contrôles que ne peut pas faire. Par exemple, je vous en dis un parce que celui-là, on ne pourra jamais le faire, à moins d'avoir de moins une autorisation spéciale, mais on ne pourra jamais contrôler, par exemple, le numéro de sécu, le nom de la personne correspond bien au bon numéro de sécu. Par contre, on peut contrôler la cohérence du numéro de sécu, mais nous, on n'a pas à la base, on n'a pas droit à avoir accès à la base de tous les numéros de sécu avec le nom de famille, etc., pour contrôler ça. Donc, c'est par exemple un contrôle qu'il faudra toujours faire en contrôle CRM. Mais il n'y en a plus qu'un. Hein. Déjà, quand on fait notre embauche, on prend bien les fiches d'attestation, on ne devrait pas avoir de problème. Mais sinon, on fait tous les contrôles et on rajoute des contrôles supplémentaires parce qu'on a des idées de contrôles supplémentaires qui vont arriver demain. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Aujourd'hui, s'il y a 80 contrôles, demain, il y en aura 200. Hein. Les contrôles, ils vont s'agrandir. Donc, nous, on anticipe pour éviter de subir. D'accord ? Et puis après, on fait un deuxième contrôle très important. C'est qu'aujourd'hui, on paramètre votre journal de paye de vos rubriques de paye qui correspondent aux bulletins de paye avec la DSN pour vérifier que tout ce que vous envoyez en DSN, les montants correspondent bien à ce qu'il y a sur le bulletin de paye, que les primes qui sont mises sont bien envoyées dans les bonnes zones, que les indemnités sont dans les bonnes zones, que les heures supplémentaires sont bien envoyées dans les bonnes zones. Parce que ça va créer des problèmes demain de contrôle. Hein. Alors après, on est plus dans le recalcul des éléments de paye. Hein. Notre but, c'est d'arriver presque à refaire le bulletin à partir de la DSN. Hein. On va contrôler, bien sûr, nos réductions. Hein. C'est ce que prévoit l'URSSAF demain, de calculer les réductions. On recalcule les compléments maladie, les compléments allocation familiale. Hein. Après, on va contrôler votre déclaratif, vérifier, puisqu'on est relié à tous les taux de INSEE, des communes, de CCU pour avoir les taxes mobilité. On est relié à tous les codes de CTP, aux API de l'URSSAF pour vérifier vos taux d'URSSAF, vos codes CTP. Donc, on va vérifier que vous avez bien pris en compte tous vos taux de cotisation, sauf bien sûr votre taux AT que nous, on ne peut pas avoir, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir assez vos données personnelles, mais il reste le taux AT. Après, on va rapprocher toutes vos cotisations agrégées avec les cotisations individuelles. Gros besoin actuellement des URSSAF, ça veut dire que pour voir si les périodes de rattachement, quand vous faites une période de rattachement, que c'est bien déclaré en agrégé sur la même période de rattachement, que tout est bien lié, individuel agrégé. On va recalculer, bien sûr, vos cotisations de retraite pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. C'est un peu le DSN fiable des Agir Carco, hein, c'est exactement le même programme, sauf qu'on le fait en amont, on n'attend pas d'avoir des anomalies. Ça veut dire que si on s'aperçoit qu'il y a une erreur de calcul du plafond, ben on va le voir parce qu'il y a un problème de nombre de jours de déposés. Et là, on est en train de faire, qui va se terminer, puisque c'est dit, on a lancé le développement, le contrôle des cotisations mutuelles et prévoyance, puisqu'il y a beaucoup d'écarts aussi entre les mutuelles et prévoyance, parce que les liens d'affiliation se font mal. Ça veut dire que les compagnies d'assurance mutuelles et prévoyance reçoivent des sommes sans aujourd'hui pouvoir les mettre sur le bon contrat d'affiliation du salarié, ce qui fait que demain, si un salarié, par exemple, il a une prévoyance avec des garanties d'essai et qu'il est mal affilié, ben, ça va être compliqué de récupérer ses indemnités de prévoyance. Il va falloir justifier parce qu'ils n'ont pas fait le lien, ils ont mis ça dans des comptes d'attente. Hein. Et ça, il faut le savoir, c'est un risque potentiel. Alors, les corrections après, comme je vous l'ai dit, ben, c'est
la priorité, c'est bien les corrections à paye. Et puis, bien sûr, si par hasard, on ne peut pas corriger, ben, on va pouvoir corriger dans Gen DSN par des blocs de régule. Donc, on prend la fin et on recrée tout le schéma en automatique pour générer les blocs de régule qu'on va rajouter sur votre DSN du mois concerné. Et puis, comme ça va être toutes les régules vont être aussi prises en compte pour votre reporting légal. Alors, après, bien sûr, quand on a fini, on va exploiter la DSN propre. On peut y rajouter beaucoup d'analytiques. On rajoute l'analytique. On peut rajouter des champs complémentaires pour faire du reporting. Aujourd'hui, on peut mettre les compteurs CP dans notre base de données pour avoir aussi du reporting sur les CP. On peut remonter plein de choses en plus de la DSN qui va permettre après de faire du reporting. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quelques écrans pour vous montrer. Là, vous voyez, on a un fichier Excel qui vous donne tout le détail de votre DSN en lecture Excel, avec bien sûr en rouge où c'est qu'il y a des anomalies, avec un petit onglet contrôle qui va vous donner les anomalies récurrentes, le contrôle du mapping du journal de paye. Vous voyez, on a les montants DSN, les montants que l'on a dans la paye avec les rubriques de paye pour voir si normalement on devrait avoir que du vert. Bien sûr, il y a des rubriques qui ne seront pas, parce que c'est des rubriques qui ne sont pas dans le bulletin de paye. Les heures travaillées ne sont pas toujours sur le bulletin de paye, mais globalement, on va. Et après, là, quand on a des contrôles de réduction, vous voyez, on va recalculer les réductions à partir de ZDSN, on va comparer avec votre bloc 23 et l'individuel. Et là, par exemple, on avait un écart, c'était réellement un risque. Et il fallait corriger la paye. Il y avait une erreur sur la réduction concernant les apprentis. Mais on récupère aussi des fois de l'argent. Ça veut dire qu'on trouve aussi des fois des erreurs dans l'autre sens. On a récupéré pour des clients des montants très importants. Et cotisation retraite, le même principe. Bon, après, là, c'est les agrégés individuels. Et après, bien sûr, des écrans de KPI avec des widgets qui permettent de faire tout ce que l'on veut. Et bien sûr, de la BDES derrière, un bilan social avec des indicateurs et des graphes que vous voyez. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus avancé puisqu'on va jusqu'au prévisionnel, etc. Donc, aujourd'hui, on évolue. Le but aujourd'hui, c'est finaliser les contrôles de santé et prévoyance. On attaque le développement des contrôles de paye. Aujourd'hui, on va pouvoir sortir une fiche fiscale du salarié de l'année pour savoir ce qu'on a transmis par salarié mois par mois dans toutes les rubriques de DSN pour contrôler éventuellement quand on aura des anomalies et reconstituer quelque part notre bulletin de paye. Et on va aller jusqu'au comparer les payes d'un mois sur l'autre, puisqu'il y a des outils qui ne permettent pas de faire, pour pouvoir alerter d'un mois sur l'autre des variations de la paye, des heures supplémentaires, des variations du brut, des nets, des cotisations. L'idée, c'est de refaire quelque part une paye à partir de la DSN pour montrer qu'en fin de compte, on retombe bien sur nos bulletins de paye. Et puis, bien sûr, on améliore de plus en plus les indicateurs sociaux et le pilotage. Donc, voilà, rapidement, on a mis 37 minutes, donc très bien. Donc, ça veut dire qu'on a pu vous expliquer. J'espère que ça a été très utile. Nous sommes à votre disposition. Donc, je propose à Cécile, notre assistante, qui a organisé les webinaires, de nous peut-être faire une petite synthèse des questions éventuellement qu'on puisse répondre. Éventuellement, ça serait avec plaisir. Cécile, je ne t'entends pas. Allô? Ah, ça y est, c'est bon. Oui, alors je parlais toute seule. Donc, je vais prendre les questions par ordre d'arrivée. Oui. On a une question de Johanna qui nous dit « Bonjour, peut-on corriger la DSN de janvier 2025 suite à un redressement sur le mois de mars 2025 ? Comment le faire, sachant que la paye de janvier et février est déjà clôturée ?» Attendez, de janvier 2015 suite à un redressement de mars 2025. C'est mars 2024 plutôt. Alors, moi, j'ai mars 2025. Parce qu'on est... Donc, c'est comment… normalement, moi, si on est sur l'année 2025, il faut que ce soit l'éditeur qui puisse vous faire vos corrections. Ça, c'est clair. On peut pas, faut pas utiliser un produit externe. Pourquoi? Parce que quand on est une année, il y a de la comptabilisation, il y a une gestion d'entreprise. C'est une préconisation, c'est votre entreprise. Sinon, bien sûr, on a des blocs de régule. On fait la régule sur nous. Dans ces cas-là, on va générer des éléments qu'il faut rajouter. Au moment que vous allez créer votre DSN du mois de paye, vous allez nous la mettre sur notre système. On va y réintégrer à l'intérieur les blocs de régule concernant la régularisation que vous avez à faire. Moi, je considère ça qui n'est pas une bonne action. Moi, toute l'année 2025, c'est l'éditeur qui doit vous faire les corrections. Ça veut dire que l'éditeur doit vous permettre de pouvoir faire vos blocs de régule. Parce que sinon, il y a une suite derrière aussi de comptabilisation, de suivi, etc. Quand c'est les années d'avant, c'est pas grave parce que c'est toujours des OD comptables manuels, d'accord? Mais quand c'est l'année en cours, et après, il y a tout un process concernant la comptabilité, la gestion qu'il faut bien suivre
Et c'est pour ça. Mais sinon, chez nous, on peut faire des blocs de régule en mars 2025 sur des périodes de janvier et février 2025. Il n'y a pas de souci. Il suffit de saisir les éléments à corriger, le final. Et nous, après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous allez faire votre paye du mois de mars. Et 2-3 jours avant, vous allez valider déjà votre DSN du mois de mars par rapport à votre paye du mois de mars. Et là, on va mettre cette DSN réelle sur notre système et on va y relancer et rajouter les blocs de régule et on va créer une DSN, on annule et remplace pour déposer auprès de notre entreprise la nouvelle DSN correctement. J'espère avoir répondu. Merci Alain. J'ai une question de Séverine qui nous demande si nous sommes connectés au JIP-MDS. Alors, le JIP-MDS, nous ne sommes pas éditeurs de paye. Alors, nous avons changé nos statuts il n'y a pas longtemps pour devenir éditeurs de paye, pour essayer d'obtenir, parce que, alors ce qui n'est pas normal, nous sommes spécialisés dans la DSN, nous devrions être des vrais partenaires de la DSN, mais nous avons un petit barrage de certains éditeurs qui nous aiment pas, qui sûrement nous bloquent un peu, qui fait qu'au JIP-MDS, on nous refuse l'accès au JIP-MDS. Alors, la seule chose on est connecté à notre entreprise pour des API, par exemple pour le DSN-Val, etc., mais on n'est pas, on est en contact avec le JIP-MDS, on connaît très bien le JIP-MDS, on se rencontre, on fait des réunions ensemble, mais on n'a pas aujourd'hui une autorisation d'être reconnu officiellement parce que nous ne sommes pas considérés comme un éditeur de paye, ce qui est complètement anormal puisque nous rendons vraiment un service global aux entreprises sur la DSN et que, alors nous avons changé nos statuts pour essayer en devenant éditeur de paye, c'est-à-dire que pourquoi pas devenir éditeur de paye et créer un logiciel de paye à partir de la DSN demain, c'est peut-être une idée, d'accord, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et si on peut nous aider, moi je ne demande que ça parce que ce n'est pas normal qu'on soit pas. On est reconnu, l'URSSAF nous connaît bien, l'URSSAF nationale, etc. Tout le monde nous connaît, Malakoff, les caisses de retraite nous reconnaissent puisqu'on travaille avec eux pour des dossiers de clients à régulariser des problèmes de retraite. Donc les gens nous connaissent, mais c'est très français. Vous n'êtes pas éditeur de paye, vous n'êtes pas reconnu pour pouvoir émettre des DSN ou travailler avec la DSN. C'est un peu la France, malheureusement. J'ai une autre question de Séverine qui nous demande si nous intégrerons un jour des États sur les contrôles de paye. C'est-à-dire des états de contrôle de paye, oui, c'est des contrôles de paye. C'est-à-dire que nous allons, nous allons, c'est prévu, on va prévoir des développements qui sont en train d'être prévus, qu'on a déjà en analyse fonctionnelle. L'idée, c'est de contrôler la paye à partir d'éléments de la DSN. Ça veut dire qu'on va contrôler si la CSG est bien calculée, si le forfait social est bien calculé, si votre net social est bien calculé par rapport à tout ce qui est impératif. Les idées, on les a. On a tout ce qu'il faut de plus en plus dans la DSN pour tout calculer. On recalcule bien les réductions. Aujourd'hui, la DSN, aujourd'hui, on met le taux de charge sociale. Nous, quand on paramètre les taux de patronal et salarial. Donc, on est presque en paramétrage de paye. Donc, l'idée, c'est de recalculer votre paye à partir de la DSN pour vérifier si, quand on sort un bulletin de paye à partir de la DSN, c'est bien le bulletin de paye que vous sortez à partir de votre logiciel de paye avec tous les écarts possibles. Et puis, de comparer d'un mois sur l'autre aussi pour vous aider à analyser votre paye en global sur les variations, etc., qui aujourd'hui est une difficulté. C'est-à-dire vous dire, un salarié, comment que ça se fait qu'il a plus 100% d'heures supplémentaires ou que son brut a évolué de 30% ou 40%, est-ce que c'est normal, pas normal, des idées de ce type. Merci Alain. J'ai une question de Patrick qui nous demande quelle est la différence avec le DSN-Val. Le DSN-Val, alors c'est très simple. Le DSN-Val, c'est un contrôle de normes. Ça veut dire que c'est pour contrôler que votre fichier réponde bien au cahier des charges que vous avez peut-être lu un jour, qui dit vos zones sont bien correctement alimentées en valeur. Ça veut dire que vous avez mis du numérique, pas de l'alphanumérique si c'est une zone en numérique, que la zone est bien alimentée en grandeur, que vous avez bien respecté le chaînement du bloc, etc. Mais ça ne contrôle pas la donnée interne. Ça ne contrôle pas si vous avez mis quelqu'un, par exemple, à 50 heures, vous avez mis temps plein pendant qu'il devrait être à temps partiel, ça ne le contrôle pas. C'est les CRM qui permettent éventuellement le contrôle. Ce n'est pas la DSN-Val. DSN-Val, c'est le contrôle de la norme de votre fichier, comme quoi que votre fichier, il est bien structuré, il est bien organisé pour être traité par les outils informatiques des organismes, en fin de compte. C'est ça, c'est un contrôle de normes, de structure. J'espère avoir été clair. Mais ce n'est pas un contrôle de données. Alors, il y a des données. Si votre affiliation n'existe pas, il va vous le dire, mais c'est pas un contrôle de fond. C'est les CRM qui sont les contrôles de fond.
Sinon, il n'existerait pas les CRM. Merci Alain. J'ai une deuxième question de Johanna qui nous avait posé la première question sur les corrections de janvier 2025. Ouais. Elle nous demande si on peut faire les blocs de régule en fractionné. Ben, ça veut dire parce que vous avez plusieurs fractions de société, ça veut dire que vous avez 2 fractions d'entreprise, ça veut dire que vous déposez plusieurs fractions. Oui, bien sûr que c'est du fractionné. On a aujourd'hui des DSN de clients qui ont des DSN fractionnés. Il n'y a aucun souci. Je vois pas le souci. Quelque part, ça ne change rien. C'est une DSN fractionnée. C'est un type de DSN, c'est tout. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des DSN fractionnés liés à leur activité. Merci Alain. Une question de Jonathan qui nous demande, lors de la réception d'une DSN de rappel, comment s'opposer à la demande de correction avant la DSN de substitution, type net social, souvent erroné, dans l'outil de contrôle du site de l'URSSAF, les 20% d'écart. Alors, ça, on le connaît, puisque nous aussi, on a ce contrôle-là, pour vous alerter déjà que vous l'avez. Hein. C'est aujourd'hui, malheureusement, pour moi, tel que je le considère, à part de traiter par système de messagerie sur le site, il n'y a pas eu d'autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir trouver les bons correspondants, les bons gens interlocuteurs, et espérons que ces gens-là nous répondront quand on fera des messages. Hein. Moi, je connais bien ça. On fait aussi nos payes aussi, nous, sur des produits. Hein. Donc, on teste aussi des fois la réaction de certaines choses. C'est les réponses. À partir d'un moment donné, je pense que le dépôt d'une réclamation sur le site servira de justificatif de votre réclamation. Maintenant, s'il n'y a pas de retour dans les 8-10 jours, il faudra peut-être faire des lettres recommandées à l'URSSAF, etc. Aujourd'hui, pour moi, le seul, alors à moins que Lucie me dit autre chose, mais pour moi, ça va être que sur le site de Notre Entreprise ou de l'URSSAF. Oui. En fait, pour l'instant, comme on a vu tout à l'heure, mais 2025, c'est une phase de rodage, donc je pense qu'ils n'ont pas axé la priorité sur le process pour contacter les URSSAF pour s'opposer. Je pense que ça va peut-être venir, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Voilà, c'est pas la priorité. Comme 2025, il n'y aura pas de DSN de substitution. Voilà, ils n'ont pas axé leur communication là-dessus pour l'instant. Mais on sait que c'est très compliqué. Hein. Moi, je le vois bien. C'est pour ça que nous, on prend la main pour certains clients auprès des caisses de retraite, par exemple, parce que des fois, il y a des erreurs et que vous avez beau dire, attendez, on n'est pas d'accord, et on tourne en rond. Donc là, on est entre gens professionnels techniques, parce que des fois, on arrive sur des problèmes techniques. Hein. Moi, j'ai eu des cas de retraite où c'est qu'on avait un stagiaire qui est passé salarié le 15 du mois. Je peux vous dire, vos cotisations DSN fiables à GERCARCO, ils ne savent pas le gérer correctement au niveau des points des retraites. Hein. Ils vous rajoutent l'indemnité de stage dans la base retraite, par exemple. D'accord ? Hein. Ça, c'est donc ça. Pour l'expliquer, si on n'a pas net état, nous qui l'expliquent et leur montrer que c'est une erreur chez eux, c'est pas facile. Hein. Donc il y a des conversations qui sont des fois pas faciles, qu'il faut passer à des niveaux avec des gens qui. Alors, soit c'est votre éditeur qui doit vous défendre éventuellement, ou nous, on le fait. Dans ces cas-là, nous, on prend contact directement avec les organismes quand on a des cas compliqués de ce type. Merci Alain. J'ai une question de Caroline qui va peut-être vous interpeller, mais pourquoi le poste de responsable SickPay DSN n'est pas connu et développé au sein des entreprises, justement dans ce contexte de DSN de substitution ? Je pense que ça va se développer énormément et qu'il est urgent que les dirigeants d'entreprise, et moi j'insiste et je travaille, que ça soit de plus en plus avec les comptes et tout, même les gens qui font je crois qu'il y a peut-être des gens, j'ai vu qu'il y avait des gens de GAC ou des gens comme ça aussi qui sont là, tout ce qui est des gens qui travaillent aussi dans les entreprises pour de la MOA, de l'organisation, pour à tout prix créer des postes de responsable DSN, d'analyse de DSN, parce que même les gestionnaires de paye, aujourd'hui, quand vous voyez le cahier des charges, c'est pas possible entre le droit social, la paye et après analyser le cahier des charges de la DSN, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop compliqué. C'est pas la DAS. La DAS, pour ceux qui se rappellent, c'était simple quelque part. On avait principalement les coordonnées du salarié, son brut et puis son net imposable. Le reste, on s'en fichait un peu. Là, c'est complètement différent. Donc, il faut à tout prix. Moi, je me bagarre. J'ai créé les NDSN parce que je me suis rendu compte et je croyais que ça allait bouger. Mais je vois que ça commence à bouger. Depuis 1 an, ça bouge. Mais on a été 3 ans à faire passer le message. Les gestionnaires de paie, ils voyaient bien qu'il y avait un souci. Mais c'est au-dessus. C'est vos DRH, vos DAF, les DAF et vos dirigeants. Ça veut dire qu'il faut à tout prix
avoir une communication. Et je pense que moi, je suis content parce qu'on en parle de plus en plus sur le LinkedIn, sur les réseaux sociaux de la DSN et ça commence à bouger. Il y a réellement besoin de créer des spécialistes de la DSN dans les entreprises parce que c'est un vrai sujet, comme on a des gens qui s'occupent de la GTA, comme il y a des gens qui s'occupent d'autres choses, parce que on ne peut pas tout demander aux gestionnaires de paye. La DSN, on a dit ça simplifiait peut-être les démarches, mais ça ne simplifie pas l'organisation du travail et la responsabilité du travail. Donc, je suis très clair. Je me bagarre et je le dis à tout le monde, même aux clients que je rencontre, aux dirigeants que je rencontre. N'oubliez pas, il y a un sujet, la DSN, mettez des renforts. Ça va vous coûter aussi de l'argent parce qu'à un moment, c'est votre ROI interne. Si vous avez des problèmes avec vos salariés, etc., c'est vous qui iront dedans. Alors, merci. Plus on en parlera, mieux c'est. Alors, je sais qu'il y a des gens comme Amandine Lecomte que je connais bien qui fait son petit journal sa petite truc sur Deaconing. C'est bien, faut en parler, parce que là, la DSN de substitution, quand tout va tomber l'année prochaine, au mois de mars, je peux en dire, tout le monde va se rendre compte que mince, on aura peut-être dû se poser la question plus tôt. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je me bagarre pour ça. Et oui, Alain. Une question de Séverine qui nous demande « Nous avons parfois des régules négatives suite à des rétros non prises en charge par les URSSAF qui ne prend pas en compte certaines données négatives. Est-ce que ZDSN aurait une solution ?» Le problème, c'est que moi, je suis limité aussi à l'URSSAF. Ça veut dire que l'URSSAF refuse de prendre du négatif. C'est comme ça. Donc, il faut aller… là, ça passe pas plus, ça ne peut plus passer par la DSN parce que même si vous le passez dans la DSN, les blocs de régule ne passeront pas, donc, parce qu'ils ont blindé. Donc ça, c'est réellement avec l'URSSAF qu'il faut en discuter et que ce soit eux qui forcent le problème et leur expliquer. Alors bien sûr, il faut aller se battre, il faut prendre un rendez-vous avec eux, puis discuter avec votre interlocuteur en lui disant comment on fait pour régulariser, puisque je ne peux pas le faire dans la DSN. Et puis là, c'est normal, j'ai quelqu'un, il était au mois de décembre, il est sorti au 31 décembre. Malheureusement, au mois de janvier, je m'aperçois que je reçois son arrêt de maladie le 1er janvier qui me dit qu'il était absent 10 jours au mois de décembre. On a fait sa paye et c'est fini. Et je peux pas, comment je régularise les 10 jours d'absence? Il est parti de l'entreprise. Et comment je récupère mes 1000 euros qu'il a trop perçus pendant qu'il me les doit? Et puis vous me refusez de les déclarer en moins dans mes cotisations d'URSSAF. J'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution à part de leur expliquer, de leur dire comment on fait. Et puis là, vous avez des… Aujourd'hui, on a quand même l'URSSAF. Alors moi, j'insiste, l'URSSAF et les organismes aujourd'hui sont très… Quand on arrive à avoir les bonnes… Moi, je sais que j'ai pas de souci. On a souvent, nous, des interlocuteurs. Ils sont très ouverts. Ils comprennent aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas tout régler que par de la technique. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent faire des exceptions et comprendre. Bien sûr, il faut motiver votre dossier. Mais ça arrive. Et ça, on ne pourra rien faire avec les blocs de régule. On ne peut rien faire. Je ne peux pas envoyer une valeur en négatif. Donc, ça ne passe plus. Merci Alain. Johanna nous apporte une précision par rapport à la notion de fractionné. Ouais. C'est fractionné suite à un redressement qui est intervenu au milieu du mois de janvier 2025, redressement à compter du 14 janvier 2025. Ouais, je ne vais pas répondre parce qu'il faudrait que je vaille le cas. Ouais, c'est un cas très particulier, ouais. Qu'elle nous explique bien le cas, puis on verra avec l'âge de tête comme ça, je ne peux pas tout connaître. Je sais que je ne vois pas quel est le problème qu'il y aurait, mais il faudrait qu'on en discute avec mes collaborateurs à l'écran, tout ça. Ouais. C'est un peu spécifique. D'accord. On a une question de Patrick qui d'abord vous remercie pour la réponse à sa question et qui a une question supplémentaire. Quel est le tarif? Ouais, alors nous, on a un tarif qui est très simple, c'est très dégressif. Alors, on commence pour une petite entreprise avec un minimum de 300 €, tout compris avec la version BDES, etc., quand il y a moins de 200 salariés, d'accord? Et après, c'est à peu près, ça évolue de 1 € à 30 centimes, suivant la quantité et le volume des clients. On traite des volumes aujourd'hui jusqu'à des 60-70 000 payes par mois, avec des 1280 établissements, 280 sociétés. On a des clients très importants, d'accord? Après, bien sûr, c'est très dégressif. Au début, il y a quand même un minimum, et puis plus on a de monde, je vous dis, si vous comptez à peu près 1 € par collaborateur par mois, quand vous êtes dans des moyennes de 400 à 500 salariés, d'accord, en dessous de 400 à 500 salariés, avec un minimum de 300 €, puis après ça dégressif, ça descend, et je vais vous dire pour un dossier à peu près, et pour vous dire un dossier aujourd'hui autour de 35 000 payes, on est dans les 10 000 €, 10-11 000 € par mois, vous voyez, donc vous voyez comment on descend énormément le prix avec derrière aussi tout le reporting, et je peux vous dire, reporting, quand vous faites de la BDES et le temps gagné, le ROI est énorme.
Voilà, je peux vous dire, après, on peut vous faire des propositions, il n'y a aucun souci, hein, faut avoir les volumes. Mais c'est que par collaborateur. Vous pouvez être 300 à vous connecter si vous avez plusieurs personnes qui se connectent. C'est le nombre de collaborateurs avec, bien sûr, tout ce qu'il faut au niveau sécurité. On est en fin de démarche ISO 27001 pour être certifié, hein, puisqu'on passe les dernières audits là. Tout ce qui est droit d'accès, tout ça est géré. On a le SSO, on a tout ce qu'il faut pour gérer. On gère des grands groupes. Hein. Vous savez que la sécurité aujourd'hui informatique est importante et surtout sur la PAY et la DSN. J'espère avoir répondu. Merci Alain. Mais n'hésitez pas, on a nos commerciaux qui peuvent vous répondre à tout ça. Tout à fait. On a une question de Nathalie qui nous demande si on est prêt également à aider les gestionnaires paye du public. Elle est dans un centre hospitalier avec ses spécificités de cas de paye, donc primes de service, etc. Oui, alors aujourd'hui, qui ont du mal à se frayer un chemin dans les structures de la DSN élaborées depuis le début sur le privé. Oui, alors nous, bon, il faut savoir que c'est toujours le même, la DSN, elle est la même, que le fichier est le même, hein, d'accord? Aujourd'hui, on a des clients qui sont dans le public, hein, que ce soit des départements ou des gens dans la santé, etc. C'est des schémas différents. Hein. Moi, on n'a pas été des spécialistes de la paye du public, mais en fin de compte, on se rend compte qu'à la fin, la DSN est une réception de données. Donc, on a développé, par exemple, toutes les caisses de retraite. Tous les développements concernant les caisses de retraite sont développés pour le public, hein, d'accord. Et puis, si on n'a pas, on développe. Ça veut dire, mais en général, aujourd'hui, tous les clients qu'on a pris dans le public, on répond pour l'instant globalement à 90% aux interrogations du public. En fin de compte, hein, mais il n'y a pas de spécificité différente de la DSN, c'est des contrôles différents. Et après, c'est des normes aussi de la paye, des calculs différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a des fois, quand il n'y a pas de, il y a des fois des gens qui ont de la réduction parce qu'ils ont du public avec des contrats de droit privé. Il y a des choses spécifiques, mais c'est plutôt des règles qui existent dans la DSN et qui sont faciles à maîtriser. Merci Alain. On a une question de Céline. Pour revenir aux outils de contrôle comme DSN Val, Net Entreprise propose aussi l'outil DSN FPOC. Qu'en est-il? Est-ce aussi un outil complémentaire de contrôle de ZDSN? Alors, DSN FPOC, c'est quoi? C'est les fichiers vos fichiers d'affiliation de prévoyance et mutuelle, hein, d'accord? Donc, c'est ce que l'on est en train de finir de développer, hein, d'accord? Oui. Alors, c'est pareil. Le FPOC, c'est seulement de contrôler que vous avez bien alimenté vos beaux taux d'affiliation et taux de cotisation dans la DSN. C'est pas pour ça que vous n'avez pas bien. Est-ce que vous avez bien affilié? Est-ce que le lien dans la DSN de la cotisation que fait un salarié est bien affilié à son contrat d'affiliation? Parce que la DSN, pour retrouver le détail de ce vous avez payé pour retrouver son affiliation, c'est pas, on n'a pas mis le numéro d'affiliation à côté, on a mis ce qu'on appelle des indicateurs qui permettent de remonter. Et ça marche mal en DSN. Et ça va pas vous régler FPOC, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on développe. Mais nous, on a aujourd'hui, on va contrôler ça, le FPOC. Le FPOC, c'est seulement le fichier de contrôle de vos bases de mutuelle et de prévoyance pour moi. Merci Alain. Utilisé par tous les organismes. J'ai une question du coup d'Anne-Laure qui rebondit sur la situation de Séverine et blocs négatifs, qui nous dit « Je ne comprends pas, les blocs négatifs sont autorisés s'ils sont rattachés à une période passée ?» Ah, s'ils sont rattachés correctement, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je sais que si c'est du négatif qui concerne la période, ça ne marche pas. La période passée, sinon, il y a un problème dans le logiciel. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bonnes périodes de rattachement, etc. Mais il faudrait voir le cas. Mais maintenant, vous savez, c'est comme l'histoire des 20% du montant d'une aide sociale qui sort en anomalie dans le CRM et qui est justifiée quand vous avez des JSS. Hein. Donc, quand vous faites des rappels d'IJSS ou de prévoyance, c'est justifié. Donc, il faut regarder le cas. C'est pas facile des fois de répondre à des cas. Moi, je sais que le négatif est refusé, ça, systématiquement. Maintenant, si c'est lié à une autre période d'avant, c'est une régularisation. Donc là, peut-être que c'est un problème de gestion de la DSN avec sa période de rattachement, du négatif. Merci Alain. On n'a pas d'autres questions. Ben voilà, j'espère, mais n'hésitez pas, hein, c'est pas facile de répondre à toutes les questions comme ça en webinaire, mais il faut savoir qu'on est à votre disposition. Nous, on commercialise, on peut vous faire aussi
des tests, ça veut dire charger vos DSN et vous montrer ce que vous avez dans vos DSN avant de concrétiser. Vous verrez l'efficacité du produit. Hein. Le but aujourd'hui, c'est qu'il faut à tout prix passer un message à tous les gens qui gèrent de la DSN qu'aujourd'hui, ça devient très important de la contrôler, la valider, parce que les risques de stress, de pénalités, de problèmes sociaux sont à mon avis, un risque important qui va arriver. L'administration, il n'y a pas que l'IA partout, il y a aussi l'administration qui est en train de mettre ses IA aussi pour analyser les données et faire des contrôles automatisés, etc. Donc attention aux contrôles automatisés avec des conséquences derrière dans le stress des personnes. Merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter si besoin et on vous envoie ce petit document à la fin de cette webinaire. Et j'espère que ça vous a servi. Merci à vous. Merci. Une bonne fin de journée.